Bubbles présente, interview du Dr Neruda, alias Dr Anderson, sur le projet Flèche Antique, partie 3. Anderson, ce n'est pas vraiment une simple question de quantité d'informations effectuées, mais plutôt d'une pertinence de l'information dans le temps linéaire basée sur l'intention de l'individu. Quand quelqu'un passe par la technologie du cortéum, leur capacité à se mettre en accord dans les paquets d'informations sont appropriées à une situation ou à un problème donné et sont immensément améliorées. Pour résoudre une situation donnée, la plupart des gens la confrontant à leur esprit conscient et trouvent la solution dans leur expérience passée. Ainsi, les gens restent dans l'ornière et modélisent leur comportement, tout cela fermant la porte au paquet d'informations inconscients qui se fondent dans l'analyse de la situation en temps réel et ont une pertinence extrêmement plus haute. Cette technologie accélère le processus d'évolution des pensées et active la circulation d'informations entre les aspects conscients et inconscients de l'esprit qui s'écoulent dans un modèle en forme de spirale ascendante plus que dans un cercle répétitif. Et c'est à cause de la qualité de la technologie des cortéums que se libère l'intelligence innée de l'individu. Alors vous voyez, la technologie des cortéums n'augmente pas l'intelligence brute, mais facilite l'intelligence naturelle de la personne. Anne, c'est très sympathique. J'aimerais tester cette technologie de l'accélérateur des cortéums, comme ça je pourrais vraiment vous poser des questions pertinentes. Bon, allez. Faisons une pause. 10 minutes de pause. Dr Anderson, maintenant que vous avez remis en route le magnéto, laissez-moi vous répéter que la technologie des cortéums était le seul élément et celui le plus influent qui a aidé 15 à devenir le directeur exécutif à la fois de la CIO et du groupe du Labyrinthe. Du fait qu'il ait eu un esprit brillant avant de subir le processus d'augmentation d'intelligence du cortéum, mais aussi pour des raisons inconnues, la technologie semblait augmenter son intelligence plus que chez les autres. Et à un niveau important. Anne, quelqu'un soupçonnait-il que le cortéum et 15 étaient d'une manière ou d'une autre deux choses distinctes du groupe du Labyrinthe? Je veux dire, est-ce que quelqu'un considérait la possibilité qu'il ait pu avoir un objectif différent, peut-être que la BST n'était pas leur but ultime? Dr Anderson, non, il y avait, et je présume que c'est encore comme ça, une foi absolue en 15 et le cortéum. Vous devez comprendre que le cortéum est une race bienveillante. Nous n'avons jamais constaté d'autres marques que celles de bonne intention pour nous assister et, dans la mesure de nos possibilités, nous essayons de les aider en retour. C'était un partenariat courtois et totalement réciproque. Anne, vous avez dit la nuit dernière que le cortéum était une part du groupe du Labyrinthe, comportant réellement 200 personnes. Comment sont-ils devenus une partie prenante du groupe du Labyrinthe? Dr Anderson, en fait, je ne suis pas sûr. Je peux seulement vous dire ce qu'on m'a dit quand j'ai posé la même question à l'un des directeurs qui m'a aiguillé pour mon entrée dans le groupe du Labyrinthe. Il m'a dit que 15 avait été sélectionné par le cortéum pour être leur liaison avec la CIO. Ils l'ont choisi comme le seul à travers qui ils voulaient débuter leur programme de transfert de technologie. 15 a consenti d'être lui-même sujet à la technologie d'augmentation d'intelligence que le cortéum offrait. C'est à partir de cette expérience que la vision de 15 au sujet de la manière dont la BST devrait être développée s'est cristallisée, et en particulier créer une ossature et des esquisses. Une des choses que le cortéum possède en abondance est l'intelligence logique. Ils sont très forts en termes de recherche scientifique et de raisonnement logique. De leur propre aveu, il manquerait de compétences dans l'aspect créatif visionnaire de la découverte, et c'est exactement le domaine où 15 excelle. Anne, mais vous êtes en train de parler d'une race qui nous est supérieure dans leur technologie, comment peuvent-ils manquer de créativité?
Dr Anderson, ces choses sont pertinentes. En comparaison virtuelle à tout autre être humain, les cortéums sont créatifs et visionnaires. Mais il y a des principes formateurs de la physique qui demeurent dans une matrice dimensionnelle et qui sont complètement étrangers à tout autre être à l'exception des intellects les plus pénétrants. Et 15 a un tel intellect? Le cortéum espère que 15, et plus généralement le groupe du labyrinthe, peut développer la BST parce que le cortéum a sa propre application pour cette technologie. Anne, mais la nuit dernière vous m'avez dit qu'il y a d'autres races dans notre galaxie qui ont déjà les facultés du voyage dans le temps. Pourquoi le cortéum ne va pas simplement voir ces races pour faire un marché avec elles? Dr Anderson, comme je l'ai dit auparavant, une espèce qui a, de sa propre initiative, développé le voyage dans le temps ne souhaitera pas la partager avec une autre race. C'est vraiment la technologie la plus protégée. Et pas de celle qui s'emprunte lorsqu'on en a besoin. Même quand le besoin est urgent et réel. C'est si facile de devenir dépendant de la technologie elle-même. En outre, comme j'essayais de l'expliquer hier soir, il y a une différence considérable entre le voyage dans le temps et la BST. Je n'ai pas connaissance d'espèces ayant une forme de BST du type de celle dont le groupe du labyrinthe tente de développer. C'est comme ça, Sarah, la BST requiert un ensemble de technologies discrètes mais interdépendantes, qui nécessite un révélateur pour appliquer les nouveaux théorèmes, les nouvelles lois de la physique, qui n'ont jamais été découvertes auparavant. Et ensuite construire un ensemble de technologies basées fondamentalement sur une nouvelle matrice de la façon dont marche le monde. C'est une tâche effrayante. Tout ce qui était considéré comme étant vrai a besoin d'être détruit, besoin d'être réinventé, reformulé, et alors intégré dans cette nouvelle matrice. C'est l'univers de la BST, vous commencez avec une feuille blanche et réinventez, reformulez, et recréez la conscience de la matière. Anne, doucement. Je ne comprends rien. La conscience de la matière. Dr Anderson, vous vous rappelez de ce que j'ai dit au sujet des quanta et comment ils sont influencés par la conscience? Anne, oui. Dr Anderson, les quanta deviennent de plus en plus granulaires ou subtils, jusqu'à ce qu'ils deviennent une pure énergie lumineuse et cessent d'avoir une masse. Ils n'ont pas de réalité physique, mais plus un état pur d'énergie. Cette énergie est d'ailleurs segmentée en octaves de vibration. En d'autres mots, cette énergie lumineuse vibrée, comme la musique, il y a des fondamentaux et des harmoniques. Les harmoniques résonnent avec l'énergie de la vibration fondamentale et l'énergie entière chante comme un chur. À l'exception que sa voix est composée de lumière. Ce chant, si vous voulez, est l'équivalent de la conscience qui suinte de toute matière. De tout objet physique dans l'univers entier. 15 a prouvé avec succès cette omniprésente conscience ou encore ce qu'il appelle Light Encoded Reality Matrix, la matrice codée de la réalité de la lumière, pour ceux d'entre nous qui aiment les sigles. De toute façon, le LERM est juste un des nouveaux théorèmes qui étaient requis afin de concevoir une manière de prouver la possibilité de la BST, et pas juste une vision fantaisiste dans l'esprit de 15. Anne, cette omniprésente conscience que vous avez mentionnée, êtes-vous vraiment en train de parler de l'Esprit de Dieu? Dr Anderson, exactement. Anne, à présent vous allez vite en besogne. Vous êtes en train de me dire que 15 a découvert Dieu? Qu'il a la preuve de l'existence de Dieu? Dr Anderson, oui, d'une certaine façon, mais Dieu n'est pas le nom qu'on lui donne. C'est le LERM. Et 15 était assez emphatique pour que nous n'ayons jamais fait référence au LERM comme étant Dieu. Il préférait penser au LERM comme l'ombre de Dieu.
La lumière qui projette l'ombre et l'ombre elle-même, il pense qu'il est impossible de l'éprouver à travers la science ou n'importe quelle autre forme objective d'inquisition. Anne, ok. Ok. Mais écoutez-moi une minute. Si le lerme est l'ombre de Dieu, comme vous le dites, alors cela prouve l'existence de Dieu, d'accord. Dr Anderson, pour tous ceux à l'intérieur du groupe du labyrinthe qui comprennent le travail de 15, la réponse est oui. Anne, alors n'est-ce pas plus important que le projet ancien Arrow? Je veux dire, si quelqu'un avait la preuve de Dieu, ne serait-ce pas dans leur responsabilité morale de partager cette information avec le public? Dr Anderson, peut-être, mais la seule façon dont cela pourrait être partagé avec le public est de révéler ce qu'est le groupe du labyrinthe, et ce n'est pas quelque chose que 15 prévoit de faire. Il a peur du ridicule et de l'incompréhension qui en résulterait, et croit fermement que personne ne le croirait de toute façon du fait qu'il y a tant de technologies inconnues qui l'ont conduit à cette découverte. Et il n'a aucun intérêt à révéler ces technologies au milieu universitaire, aux institutions gouvernementales ou aux médias. Il deviendrait le prochain Messie. Ou diable, en fonction de là où on se place. Anne, alors il est piégé dans son propre secret. Dr Anderson, d'une certaine façon, mais il ne se sent pas piégé. Il est simplement très retiré du tissu social, des communautés scientifiques, du milieu universitaire. Pour des raisons précises, il a coupé les ponts et n'a pas l'intention de traverser le gouffre qui le sépare de tout ce qu'il a laissé derrière lui. Anne, il doit être incroyablement seul. Dr Anderson, je ne pense pas. Il semble extrêmement stimulé et fondamentalement heureux. Il fait exactement ce qu'il a envie de faire, je peux dire que je ne l'ai jamais vu déprimé. Anne, je ne comprends toujours pas la relation entre le lerme et la BST. Dr Anderson, vous voyez, si la matière se fond finalement en actives de lumière, et que la lumière se dissolve en actives de conscience, et que la conscience se dissolve en actives de réalité, alors la matière, la lumière, la conscience, et la réalité sont toutes interdépendantes comme un écosystème, si vous changez un seul élément vous affectez le tout. Si vous prenez n'importe quel élément contenu dans le lerme pour le changer, cela peut changer la réalité. Et c'est le concept fondamental de la BST. Est-ce que cela répond à votre question? Anne, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas, peut-être que tout cela n'a pas d'importance. Encore une fois, je ne me sens pas sur mon terrain. Je trouve cela intéressant, mais en même temps frustrant. J'ai même eu un sentiment de ras le bol à propos de tout ce qui vient dans mon monde et dont je ne sais rien. Bon, je veux dire, dont je ne savais rien jusqu'à maintenant. Cela semble comme une injustice pour moi. C'est toujours la même vieille histoire au sujet de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas. Pouvez-vous comprendre comment quelqu'un se sentirait en entendant tout cela pour la première fois, et se sentant tenu à l'écart? Dr Anderson, oui, je comprends. Anne, pour vous, vous pouvez prendre tout cela pour acquis. Après tout, vous êtes en connaissance de cause. Mais le reste, nous bafouillons à travers nos petites vies pensant que le monde est ce qu'il est, en nous heurtant simplement aux autres dans le noir. Nous sommes totalement sans indication, n'est-ce pas? Dr Anderson, je ne sais pas. Peut-être que vous avez raison, cela n'a pas d'importance. Je sais simplement ce que je sais et je crois ce que je crois. Rien de plus, c'est aussi mystérieux pour moi que pour vous. Cela serait une grande erreur de penser que le groupe du labyrinthe ou quiconque de ses membres, incluant 15 et le Cortéum, comprennent tout. Ce n'est pas le cas. Mais ils travaillent dur pour avoir des réponses, Anne. Je veux dire vraiment dur. Ils ont dévoué leur vie entière à la mission de la BST.
Ils ne sont pas simplement tombés dans la connaissance par hasard. Ils ont essayé et échoué des milliers d'expériences jusqu'à ce qu'ils aient trouvé l'existence du lerme, et probablement ils échoueront encore des milliers de fois avant de trouver la solution de la BST. Mais croyez-moi, ces individus ne sont pas arrivés à leur niveau de connaissance par hasard ou parce qu'ils étaient doués d'une force plus grande. Anne, non, je ne voulais pas dire ça. Je suis contente pour le groupe du labyrinthe. Je veux dire, je suis heureuse que quelqu'un sur cette planète comprenne ça, ou du moins essaie. C'est juste peu équitable que très peu est la preuve. La connaissance. L'opportunité de comprendre tout cela. Leurs vies sont si différentes, ils pourraient aussi bien vivre sur une autre planète. Et être aussi bien de sexe extraterrestre. Dr Anderson, je ris seulement parce que cela a été une crainte de 15 au départ, que si quelqu'un finissait par découvrir l'existence du groupe du labyrinthe et ses objectifs, ils auraient été perçus comme des ais. Et vous êtes ici en train de confirmer sa crainte. Anne, d'une certaine façon, j'aurais préféré que vous ne m'ayez pas choisi. Ma vie est si différente maintenant. C'est tout ce que je peux penser. Cela me mange chaque minute de mon temps. Je n'ai aucune idée de comment je vais faire pour publier cette histoire. Aucune idée. Vraiment aucune. Dr Anderson, Anne, vous rappelez-vous la première fois que nous avons parlé et que j'ai mentionné le cortéum? Votre première question était, à quoi ressemble-t-il? Anne, oui, et votre remarque est. Dr Anderson, il y aura des questions naturelles que les gens se poseront. Le lerme pourrait intéresser quelques scientifiques, mais j'en doute. Ce qui est dépeint dans ces interviews est si superficiel que je doute qu'un scientifique ne le prenne avec sérieux. Et pour ceux qui le voudraient, cela se trouverait être un geste pour authentifier un idéalisme monastique, et rien de plus. Alors vous voyez, vous devriez suivre votre première impression. Posez les questions que les gens se poseraient en faisant appel à leur sens élémentaire de la curiosité. Et ne vous inquiétez pas au sujet de changer le monde à travers tout ce que je dis. Je n'ai pas besoin de ce poids sur mes épaules. Anne, oui, vous avez raison. Absolument raison. Si ce n'est que je ne suis pas sûre de la vérité de tout ceci. Je ne suis toujours pas convaincue de ce que vous dites. Pour que les choses soient claires. Dr Anderson, et je n'essaie toujours pas de vous convaincre, ou quiconque d'autre. Je réponds juste à vos questions aussi sincèrement que je sais le faire. Anne, touchée. Maintenant pour le bénéfice éventuel de ceux qui liront cette interview, de quoi ont l'air les cortéums? Dr Anderson, je pensais que vous ne le demanderiez jamais. Ils ont une taille d'environ 3 mètres de haut et ont des têtes et des corps très allongés. Leur peau est très claire, presque translucide, comme vous pourriez vous attendre en voyant un habitant des cavernes. Leurs yeux sont relativement grands et ont des couleurs variées en fonction de leur âge et dans certains cas en fonction de leur état émotionnel. Ce qui est vraiment unique au sujet des cortéums est qu'ils s'articulent autour d'un incroyable système nerveux qui leur permet de définir virtuellement tout ce qui survient dans leur environnement, incluant les pensées des autres. Ce qui signifie que lorsque vous êtes en leur présence, vous devez avoir le contrôle de vos pensées ou bien vous pouvez potentiellement les offenser. Ils sont très sensibles émotionnellement. Anne, comment communique-t-il avec vous? Dr Anderson, il parle un anglais, ou un français, parfait, l'italien, l'espagnol ou la plupart des langages pour ce qui est de cela. Ils sont des linguistes très doués et peuvent acquérir une habileté moyenne en matière de langage en quelques semaines, et devenir des maîtres du langage en quelques mois. Leur esprit est comme une éponge, mais comme je l'ai dit plus tôt,
tandis qu'ils possèdent une incroyable puissance mentale pour absorber de nouvelles informations et les relier avec l'information précédente, ils ne sont pas nécessairement versés dans la création d'informations totalement sans rapport avec l'information existante. C'est précisément ce qui les a tant impressionnés avec 15. Anne, quel est leur intérêt dans le projet Ancien Arrow? Dr Anderson, il n'est pas différent de celui de 15 je pense. Ils sont complètement absorbés dans l'effort de la création de la BST, et espèrent qu'il y a une technologie ou un théorème dans le site Ancien Arrow qui peut aider à accélérer le développement de la BST. Anne, et qu'est-ce que le Cortéum veut faire avec la BST? Dr Anderson, le Cortéum a un système planétaire dans un état très fragile parce que son atmosphère protectrice se dégénère à un niveau alarmant. Leur atmosphère les protège, comme la nôtre, des rayonnements nocifs qui sont générés par leur soleil local et, par extension, leurs étoiles les plus proches. De toute manière, ces conditions les ont conduits à devenir noctambules, s'aventurant seulement dehors à la nuit, et même encore, pendant un temps aussi court que nécessaire. Au fur et à mesure des générations, cela les a laissés très sensibles à la situation extrême qu'ils sont en train de résoudre. Leur épiderme devient de plus en plus sensible pendant que leur atmosphère devient de moins en moins protectrice. Leurs scientifiques prédisent que dans environ 10-20 ans ils devront toujours rester dans des communautés souterraines. Cela a eu un impact sur leurs conditions de vie, l'économie, la structure sociale, chaque aspect possible de leur société a été étudié et principalement d'une manière négative, du moins par leurs propres instruments. Ils espèrent que la BST leur permettra d'installer une technologie qu'ils ont récemment découverte pour prévenir la détérioration de leur atmosphère. Anne, pourquoi ne peuvent-ils pas déployer cette technologie maintenant? Dr Anderson, ce n'est pas une technologie régénératrice, c'est une technologie préventive. Les technologies régénératrices sont inopérantes une fois que le système a atteint un certain niveau rétrograde. Dans leur scénario, il n'y a que la BST qui puisse restaurer leur environnement. Anne, manifestement, ils possèdent la technologie du voyage spatial, pourquoi ne choisissent-ils pas une autre planète et ne la colonisent-ils pas? Dr Anderson, ils ont essayé, mais chaque planète qu'ils ont trouvée et qui convenait à leur espèce est occupée. Et ils n'étaient pas intéressés à être intégrés dans l'existence d'une société et d'une culture différente. Ils veulent leur propre identité et structure sociale. Aussi, il convient que leurs habitations sont extrêmement particulières. Par exemple, ils ont le même problème avec la Terre que celui qu'ils ont avec leur propre planète. En fait, c'est pire ici. Ils doivent vivre dans notre base souterraine pour rester en bon état physique et survivre sur notre planète. Cela nous a demandé de construire un emplacement spécial pour leur vaisseau spatial. Anne, désire-t-il agir avec nos gouvernements et nos peuples? Dr Anderson, initialement, je pense qu'ils l'ont fait. En fait, ils ont essayé. Mais ils ont été vivement escortés à la CIO et nous avons convaincu la NSA et toutes les autres parties intéressées que les Cortéum avaient quitté la Terre ayant peur pour leur vie. Alors, pour tous nos travailleurs à l'intérieur de la NSA, les Cortéum sont partis depuis longtemps, et par bonheur la NSA au même moment était assez préoccupée par d'autres sujets c'est-à-dire les gris. Anne, je veux retourner aux Wingmakers pour l'instant. Que pense le Cortéum de la capsule du temps des Wingmakers? Je pense qu'ils ont tout vu. Dr Anderson, oui, ils ont été impliqués depuis le commencement. Le Cortéum fait partie intégrale du groupe du labyrinthe comme chacun de ses membres humains, alors rien ne leur est caché. Le chef Cortéum de la mission sur Terre est appelé, en anglais, Mahunai, et il est artiste en tout premier lieu, et un scientifique comme seconde nature.
Il était toujours enthousiaste pour voir et entendre les sujets de nos trouvailles. Il demandait si nous pouvions créer une piste d'atterrissage sur le site ancien Arrow pour qu'il puisse visiter le site lui-même, mais ce n'était pas possible de le faire sans attirer l'attention. Anne, j'ai quelques questions bizarroïdes, alors aidez-moi. En premier lieu, chaque fois que vous mentionnez un membre de l'ACO, du groupe de labyrinthe, ou du cortéum, c'est toujours en référence à un être masculin. Existe-t-il des femmes dans toutes ces organisations? Et deuxièmement, pourquoi un artiste serait le chef d'une mission spatiale du cortéum? Cela me semble très étrange. Dr Anderson, en réponse à votre première question, c'est vrai que le groupe du labyrinthe est très masculin. Je ne crois pas que c'est par intention, mais plus par accident. Un des directeurs est une femme, elle est en charge de la communication et, comme tout directeur, elle est classée au niveau 14. Nous avons aussi peut-être 9 femmes qui sont classées à des niveaux de 12 ou 13, toutes sont très brillantes et capables, et partagent la responsabilité avec leur homologue masculin sans aucune forme de discrimination. Du moins d'après ce que j'ai toujours su. Nous avons même un couple marié. Chaque personne, sans se soucier du sexe, est payée au même salaire et a les mêmes privilèges. Il n'y a pas de distinction quel que soit le rang à l'intérieur du groupe du labyrinthe, et c'est une exigence de 15. Du côté des cortéums, ils sont tout masculins. Leur culture est beaucoup plus dans des rôles définis que la nôtre. Et ce n'est pas dire que les femmes sont traitées comme la partie congrue. Non, en fait il se peut assez que ce soit l'inverse. C'est juste que le voyage spatial et l'interaction avec d'autres espèces sont laissés au sexe masculin jusqu'à ce que les procédures d'interaction avec les différentes espèces soient établies. Que leurs enfants aussi puissent rester avec leur mère et leur famille moins dispersées. La plupart, pour ne pas dire tous les membres du contingent cortéum, est marié. En ce qui concerne votre deuxième question, le cortéum regarde la science, la religion, et l'art comme 3 parties égales d'un système de croyances unifiées qui définit leur ordre social. Comme je le comprends, le commandement change entre chacun de ces éléments de leur ordre social, en fonction du contact qu'ils établissent avec une race étrangère. Quand pour la première fois ils sont entrés en contact avec les humains, il était décidé que le commandement serait laissé à la catégorie artistique parce qu'ils sentaient que nous étions plus qu'égaux dans ce domaine et qu'ainsi le chef pourrait approximativement mieux comprendre nos motivations et désirs. Anne, c'est intéressant, en fin de compte il pensait que nous étions plus artistes que scientifiques ou spirituels. Je m'aperçois maintenant, quand j'y pense, que je peux le comprendre. Comme race nous sommes probablement plus enclins à cela que les autres. Dr Anderson, c'était leur estimation en tout cas. Anne, je voudrais reparler des artefacts pour l'instant. Ces objets fondés sur la technologie, où sont-ils maintenant? Dr Anderson, après la découverte initiale du site ancien Arrow, tous les objets qui pouvaient être emmenés ont été soigneusement emballés dans des containers et envoyés au laboratoire de recherche de l'ACO en Virginie, et sont détenus par le groupe du labyrinthe dans son laboratoire. C'est là qu'ils sont encore, au mieux que je sache. Anne, et seul l'appareil qui a servi à trouver l'entrée et le disque optique ont été compris. Dr Anderson, c'est exact. Anne, vous savez, quelque chose que vous m'avez dit plus tôt n'a pas de sens pour moi. Si les Wingmakers représentent une version future d'humanité, et disons qu'il essayait de fournir la recette complète de la BST à travers cette capsule du temps, pourquoi ne l'aurait-il pas transmis à votre PC central en Virginie? Toute cette matière, les peintures, la poésie, la philosophie, les énigmatiques artefacts, même ce site si élaboré lui-même, pourquoi ne pas donner simplement les croquis à 15 pour en finir avec ça?
Dr Anderson, c'est en fin de compte une bonne question, et je me demandais si vous la poseriez. Il y a quelques faits que nous tenons pour certains. Les wingmakers peuvent voyager dans le temps et ils peuvent interagir physiquement avec le temps et l'espace qu'ils visitent. C'est clairement établi qu'ils l'ont fait avec le site ancien Arrow. Bien que nous ne sachions pas s'ils ont les 5 éléments de la BST. Vous rappelez-vous les éléments qui interviennent dedans? Anne, oui, il y a celui qui définit quand et en quel point causal du temps intervenir et a le moins d'effets relatifs résiduels, et sépare les événements, c'est ça. Dr Anderson, votre définition oublie seulement une chose, les points d'intervention dépendent à la fois du temps et de l'espace. En d'autres mots, la BST requiert un repère précis à la fois dans le temps et en termes des coordonnées spatiales d'un événement quand il était dans sa phase conceptuelle, ou la phase qui précède la manifestation physique de cet événement. La composante spatiale est habituellement une personne physique ou un événement de nature à être focalisé dans l'espace. C'est une technologie très astucieuse, et je crois que les wingmakers avaient découvert le voyage dans le temps interactif, mais manquent toujours de la technologie permettant de définir avec précision les points d'intervention. Anne, ou peut-être l'ont-ils sous la forme d'un puzzle. Dr Anderson, sous la forme d'un puzzle. Exactement. Anne, alors nous ne savons vraiment pas si la BST est possible, n'est-ce pas? Dr Anderson, nous savons que c'est possible, mais c'est comme tout ce qui est extrêmement compliqué et interdépendant, on a besoin d'une compréhension fine de l'environnement total qui entoure le problème avant de pouvoir changer ou modifier l'environnement pour résoudre le problème. Et cela requiert la compréhension du lerme qui est en constante évolution au sein du groupe du labyrinthe, et j'ose dire, peut encore nécessiter une autre décade d'expérimentation avant que sa compréhension soit suffisante pour identifier les points d'intervention et les plis du temps de façon telle à minimiser les effets indésirables. Anne, alors nous retournons sur la discussion de l'ombre de Dieu, ou le lerme comme vous l'appelez affectueusement. Pourquoi cette compréhension du lerme est-elle si fondamentale pour achever la BST? Dr Anderson, parce que le lerme est l'équivalent de la génétique pour la conscience, et la conscience est l'équivalent de la formulation réelle pour les êtres sensibles. Alors si le lerme est compris, il y a une compréhension du système causal qui opère dans le non-temps et le non-espace, lequel fondamentalement construit l'ossature réelle du temps, de l'espace, de l'énergie et de la matière. Les objets quantiques opérant dans la construction du lerme ont une existence qui est entièrement différente de ces macro-objets que sont cette table ou cette chaise. Les objets quantiques, dans leur vrai état, n'ont jamais été vus par l'être humain. Des scientifiques ont été témoins de ces effets et de quelques-unes des propriétés des objets quantiques, mais leur nature causale reste invisible à travers leurs instruments. Aucune matière, aussi puissante soit-elle, parce que les instruments de mesure scientifiques sont physiques et donc ont une relation avec l'espace et le temps. Puisque les objets quantiques n'ont pas de lien avec le temps et l'espace autrement qu'à travers un observateur. Anne, alors vous êtes en train de me dire que les blocs de construction de matière, ces objets quantiques, n'ont aucune existence à moins que quelqu'un les observe. Que la conscience les fait apparaître réels et les fixe dans le temps et l'espace. C'est ce que vous dites? Dr Anderson, d'une certaine façon, mais pas exactement. Laissez-moi essayer d'expliquer de quoi il s'agit. La conscience dirige ou produit à partir du non-temps et du non-espace une sorte d'énergie qui est une constituante de base du lerme. La conscience devient localisée comme elle devient physique. En d'autres mots, la conscience devient humaine, ou animale, ou plante, ou quelque objet qui a des caractéristiques physiques. Vous me suivez? Anne, oui. Dr Anderson, bon. Comme la conscience devient un objet physique localisé,
c'est elle qui orchestre essentiellement le lerme pour se conformer à une matrice réelle qui a été codée avec des propriétés génétiques ou physiques de l'objet qu'il est devenu. En d'autres mots, la conscience sort du non-espace et du non-temps pour devenir matière, et alors elle orchestre le lerme à produire une réalité physique logique à partir des propriétés génétiques codées de l'objet physique qu'elle est devenue. Si l'objet est un être humain, alors le déclencheur génétique qui est uniquement humain devient l'instrument de la conscience à partir duquel il construit sa réalité. Le lerme est essentiellement un champ infini de possibilités, ou, comme disait Aristote, un potentat. Ce potentat est comme un sol fertile d'où chaque objet physique est créé. Ceux qui peuvent orchestrer le lerme à travers l'application de leur conscience sont capables de manifester la réalité et pas simplement d'y réagir. Cette manifestation peut être instantanée parce qu'encore, l'origine des objets quantiques est dans le non-temps et le non-espace. Anne, je n'ai pas l'intention de devenir excessivement religieuse ici, mais est-ce que vous parlez vraiment de ce que Jésus ou d'autres prophètes ont fait? Des choses comme transformer l'eau en vin ou guérir un malade. Dr Anderson, oui, c'est le même principe, seulement je l'ai décrit à la place de l'accomplir. C'est plus facile de l'accomplir que de le décrire. Anne, alors maintenant vous allez me dire que vous pouvez changer l'eau en vin. Dr Anderson, en fin de compte je n'ai jamais essayé avant, mais oui, tous les membres du groupe du labyrinthe peuvent faire naître des objets à partir du lerme. C'était en fin de compte un des résultats de la découverte de 15. Ce procédé orchestrant le lerme et créant des objets physiques à la demande. Anne, ok, maintenant vous avez définitivement mon attention, mais je me sens un peu coupable parce que j'ai juré que je resterai sur le sujet des Wingmakers et le projet Ancien Arrow. Alors dites-moi, pouvez-vous m'apprendre comment faire naître des choses du vide? Dr Anderson, oui, mais cela demandera un peu de temps. Probablement quelques semaines. Anne, pouvez-vous me montrer des exemples de ce que vous faites? Dr Anderson, comme cela. Anne, à l'intention de ceux qui liront cette retranscription plus tard. Le Dr Anderson a juste fait apparaître une pelote de ficelle de nulle part. Et il l'a aussi bien fait disparaître de la même manière. À présent elle reparaît encore. C'est incroyable. Il ne la tient pas, ce n'est pas comme un magicien qui fait apparaître de sa manche ou de derrière ses mains. Ça apparaît et disparaît littéralement sur la table à environ 1 mètre devant lui, laquelle est à environ 2 mètres de moi. Je peux tout voir très clairement. J'ai pris la pelote de ficelle et c'est vraiment un objet physique. Pas simplement un mirage ou un hologramme. Elle a toutes les qualités requises. Poids. Texture. C'est légèrement chaud au toucher, mais en tout autre aspect c'est exactement comme ça que je m'attends à trouver une pelote de ficelle. Pouvez-vous faire apparaître quelque chose d'autre? Quelque chose de plus complexe, comme $1 million en cash. Dr Anderson, oui. Anne, ok voyons ça. Dr Anderson, vous voyez, c'est le problème avec ce genre de découverte et de faculté. Si je produisais $1 million en cash tout de suite, vous avez un dilemme. Que faire avec $1 million? Pourrez-vous supporter le fait que je le fasse disparaître aussi facilement que je l'ai fait apparaître? Anne, vous êtes fou. Depuis que je vous ai rencontré, je n'ai jamais cru ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Et je ne dis pas que je vous crois totalement maintenant, mais je n'en peux plus. Non, les gens en général, ont besoin de voir les choses avec leurs yeux. Nous avons besoin de croire ce que nos yeux nous disent parce que, de tous les sens, ils semblent fixer la réalité. Et vous m'avez finalement montré que c'est tangible. D'après ce que j'ai vu,
Je demande juste une confirmation de plus de votre capacité. Je veux dire qu'une pelote de ficelle ne semble pas être un marché impossible. Non que cela ne m'ait pas impressionné. Mais si vous pouviez produire $1 million en cash. Maintenant c'est un marché qui vaut la peine. Dr Anderson, et le dilemme. Anne, ok, j'ai une proposition à vous faire. J'aurais besoin de quitter mon travail pour au moins quelques mois pour porter cette histoire à la connaissance du public et peut-être déménager ou vivre de manière clandestine. Et si je gardais juste $10 000 pour m'aider dans les mois prochains? Est-ce que ça marche pour vous? Dr Anderson, oui, je peux faire ça. Anne, je suis en train de regarder une pile lâche de billets de $100 qui passent pour être des répliques parfaites. Je les touche. Ils semblent encore légèrement chauds au toucher, ils ont l'air définitivement réels. Waouh! Je ne peux pas le croire. Mais ça ne peut pas être $1 million, vous avez seulement produit $10 000, n'est-ce pas? Dr Anderson, oui, donnez ou pris quelques centaines de dollars. Anne, est-ce que vous réalisez que vous sapez votre crédibilité pour ceux qui liront cette transcription? Vous vous rendez dur à croire. Je ne suis même pas sûr que je devrais inclure cela parce que personne ne le croira et que cela peut mettre en doute votre crédibilité dans tous les autres sujets que vous avez révélés jusqu'ici. Ce n'est vraiment pas une expérience crédible à moins que vous ne l'ayez vue de vos propres yeux. Que devrais-je faire? Dr Anderson, Anne, le fait que personne ne me croit n'est pas important. Personne ne croit rien tant qu'il ne l'a pas expérimenté et, même dans ce cas, la plupart doutent encore. Les croyances sont mortelles et toujours remises en question, comme cela devrait être. Même le croyant le plus dévoué est dans le doute la plupart du temps sans se soucier de ce qu'il dit. Alors ne vous inquiétez pas d'ébrécher ou non ma crédibilité. Je m'en moque. Ça n'a pas d'importance parce que je ne cherche à convaincre personne de rien. J'essaie juste d'amener l'information au sujet des windmakers aux personnes qui veulent se faire leur propre opinion de ce qui est vrai et crédible. Anne, autant pour moi, c'est la dernière fois que je m'inquiète pour votre crédibilité. Si vous pouvez produire de l'argent comme cela si facilement, pourquoi avez-vous besoin d'être payé? Je veux dire travailler pour gagner de l'argent. Dr Anderson, quand cette technologie a été découverte, elle était uniquement partagée à l'intérieur du groupe du labyrinthe et était utilisée seulement pour des expériences approuvées par 15. Le même principe serait applicable à la BST ou toute autre technologie découverte par le groupe du labyrinthe qui pourrait être utilisée pour des gains ou des bénéfices personnels. Anne, waouh, vous devez être un groupe très discipliné. Je ne pense pas que je puisse résister. Dr Anderson, la vérité est, je suis sûr, que tous les membres du groupe du labyrinthe ont, de temps en temps, expérimenté cette technologie en privé dans leur maison. Anne, pourquoi vous référez-vous à cela comme à une technologie? Il me semble que c'est une chose mentale. Vous n'utilisiez rien d'autre que votre esprit, n'est-ce pas? Dr Anderson, c'est une technologie seulement du point de vue de la compréhension du processus mental. Il n'y a rien d'électronique ou de mécanique, si c'est ce que vous voulez dire. Mais c'est plus qu'un contrôle de l'esprit. C'est vraiment une croyance dans le LERM et son processus de création parfait, déplaçant les objets quantiques à partir du non-temps et du non-espace vers le monde de la matière dans notre temps et notre espace. C'est plus étroitement relatif à la foi qu'à la technologie. Aussi bizarre que cela puisse être. Anne, effectivement, j'imagine que si Jésus et les autres qui sont venus sur Terre pouvaient faire ce genre de choses il y a des milliers d'années, cela n'a pas plus trait à la technologie.
Mais quand vous voyez ces phénomènes de vos propres yeux, vous avez tendance à penser qu'il y a une technologie en coulisses qui permet de le faire. Comme si ça ne pouvait pas être juste un pouvoir naturel des humains. Cela ne me semble pas possible pour je ne sais quelle raison. Dr Anderson, je comprends, mais néanmoins, c'est vraiment une perspective de la matière, et une fois que vous avez la perspective sur le lerme et qu'il devient une construction fondamentale de votre système de croyance, cela devient incroyablement facile de faire cela. C'est un peu comme une illusion d'optique sophistiquée basée sur un hologramme qui vous prend plusieurs mois de concentration pour voir l'image qui est subtilement encastrée, mais dès l'instant où vous la voyez, vous pouvez instantanément vous reposer sur vos lauriers tout le reste de votre vie sans effort. Cela opère comme cela. Quelques-uns peuvent l'amener dans la matière en quelques jours. Pour d'autres cela peut demander plusieurs centaines d'heures, mais ce que tous ont en commun c'est qu'une fois que vous possédez cette faculté, ça devient aussi naturel que de respirer. Anne, et vous pensez que vous pourrez m'apprendre cela en quelques semaines, alors que cela a pris à vos collègues, avec des QI de génie, je pourrais ajouter, des centaines d'heures pour apprendre la technique. Dr Anderson, ce n'est pas relatif au QI. C'est relatif à la compréhension et à la croyance. La compréhension vient de la vue de l'existence du lerme et de la façon dont il fonctionne à son niveau fondamental. Que vous ayez une intelligence moyenne ou de génie, ça n'a aucun rapport, aussi longtemps que vous comprenez et croyez ce que vous comprenez. Anne, alors comment pensez-vous m'amener à croire dans le lerme ? Dr Anderson, vous y croyez déjà profondément au fond de vous. C'est votre esprit conscient qui rejette votre compréhension et vos croyances profondes. Alors je voudrais vous aider à comprendre consciemment ce que vous savez déjà à un niveau profond de votre être. Et je voudrais faire cela en vous montrant le lerme. Anne, et comment feriez-vous ça ? Dr Anderson, vous auriez besoin de venir dans le centre de recherche du groupe du labyrinthe en Virginie. C'est le seul endroit au monde où je peux vous montrer l'incontestable évidence du lerme. Anne, vu les circonstances, ce n'est pas un scénario qui semble possible d'arriver. Il doit y avoir une autre alternative. Ou une autre façon, qu'est-ce que je pourrais voir dans ce centre de recherche que je ne pourrais pas voir ailleurs? Ou par d'autres moyens? Dr Anderson, je ne dis pas que l'unique moyen d'acquérir cette faculté est de voir de visu le lerme en action, mais c'est très convaincant. Le groupe du labyrinthe a une technologie, conçue par 15 lui-même, qui permet assez parfaitement à un individu d'expérimenter le lerme. Il y a aussi des moyens mystiques ou chamaniques, mais il est loin d'être vraisemblable qu'ils surviennent dans une période de 15 jours. Ces méthodes semblent indépendantes des circonstances et plus dépendantes de certaines autres plus profondes, d'un réveil prédestiné ou préencodé dont l'individu ne s'aperçoit pas consciemment, mais néanmoins déclenche ce réveil qui provoque la transformation de leur compréhension par eux-mêmes. Dans quelques exemples, ce réveil inclut la faculté de faire apparaître des objets physiques, mais généralement c'est fait sans la connaissance consciente de ce qui se passe. Cela marche, c'est tout. Anne, ok, alors supposons que je ne sois pas destinée à être mystique ou chaman, que verrais-je avec cette technologie qui me convaincrait de ma faculté de faire ce que vous avez fait? Dr Anderson, je ne peux pas vraiment vous dire. C'est une de ces expériences que les mots ne peuvent absolument pas transcrire ou expliquer. Tout ce que je peux vous dire est que le lerme est expérimenté à travers cette technologie, et essentiellement, à la suite de l'expérience, recâble votre système électrique interne. Dans ce processus, des nouveaux circuits sont établis dans votre système nerveux, et ces nouveaux circuits permettent d'utiliser le lerme comme une excroissance de votre expérience à son propos. Je doute que cette explication vous convienne.
Je n'ai jamais essayé de l'expliquer auparavant, et je peux voir sur votre visage que j'ai échoué misérablement. Anne, non, ce n'est pas ça. Je suis juste fatiguée de me sentir toujours comme si j'avais vécu sur une autre planète toute ma vie. Que j'ai raté tout ceci, c'est vraiment pénible pour moi quand j'y pense. Je me souviens avoir lu une biographie au sujet d'Einstein et il était cité quelque chose comme quoi nous, humains, utilisions seulement environ 2% de notre capacité intellectuelle. Bien, c'est à peu près dans cet état que je me sens maintenant. Que j'ai vécu ma vie à environ 2% du niveau total, en fin de compte, et je commence juste à voir ce qu'il voulait dire. Je n'ai jamais eu de comparaison avant qui m'aurait laissé entrevoir comment pourraient être les autres 98%. Ce n'est pas entièrement plaisant de voir ce qui a été détruit ou gardé secret ou sous-estimé. Dr Anderson, je comprends. Anne, autre chose, vous disiez plutôt que certaines techniques comme le LERM et la BST n'étaient pas autorisées à être utilisées pour un intérêt personnel par les membres du groupe du labyrinthe. De fait, si la BST existait, est-ce que tout le monde ne se précipiterait pas pour demander à l'utiliser? Je sais que je le ferai. Il y a beaucoup d'événements dans ma vie que je voudrais changer si je pouvais. Une fois la porte ouverte à ceci, comment la BST pourrait être gardée sous le voile? Dr Anderson, comme tout, il y a des implications morales et des considérations éthiques qui doivent être prises en compte. L'une des choses où 15 et plus généralement le groupe du labyrinthe excellent, est de considérer ces implications dans l'ordre social dans un large spectre. 15, depuis son plus jeune âge, a toujours senti que la technologie de la BST et du LERM devrait être utilisée seulement à condition que les organisations honorent correctement les considérations éthiques qui étaient dictées par la technologie elle-même. C'est l'une des chartes fondamentales du groupe du labyrinthe, et tous ses membres la prennent très au sérieux. Comme avec chaque nouvelle technologie découverte, il y a toujours des membres de l'équipe qui s'occupent des implications éthiques de la technologie et sont responsables de l'usage, de la ligne de conduite et des lois de déploiement. C'est une partie intégrante de n'importe quel projet de développement. Anne, c'est bon de l'entendre, mais une telle charte pourrait aussi être utilisée pour prévenir de divulguer ces technologies à une audience plus large. Dr Anderson, incontestablement, une technologie comme la BST, une fois développée et testée, pourrait, à terme, devenir une technologie pour les consommateurs. Mais aussi longtemps que le groupe du labyrinthe existe, il voudra protéger la BST de toute autre force extérieure. À l'intérieur du groupe du labyrinthe, il y a un comité appelé The Technology Transfer Programme, Programme de transfert de technologie, ou comité TTP. Ce comité a deux missions, l'une est d'estimer l'approche des technologies assimilées qui viennent d'AISE. Et la deuxième est que le comité est responsable de ces technologies et du niveau de dilution avec lequel elles seront transférées à nos partenaires industriels privés, NSA, ou militaires. Le comité TTP contrôle l'état pur des technologies qui sont développées par le groupe du labyrinthe. Ces états purs des technologies ne sont virtuellement jamais transférés à des organisations extérieures. Même le personnel de la CIO qui n'est pas partie intégrante du groupe du labyrinthe n'est pas conscient de ces états purs de technologie, et quand Anne, mais si je place les transcriptions de ces interviews sur Internet ou quelques autres médias de publication pour raconter cette histoire, beaucoup de monde, et bien plus que les membres du personnel de la CIO seront au courant de tout ça. Est-ce que cela ne va pas lever le voile sur l'existence du groupe du labyrinthe? Dr Anderson, non, le groupe du labyrinthe est plus qu'une organisation secrète. Pour tout but pratique, il n'existe pas. La CIO n'existe pas. Personne ne serait capable de trouver la CIO et encore moins le groupe du labyrinthe.
Leurs technologies en matière de sécurité sont si immensément supérieures qu'ils sont complètement invulnérables de ce côté. Rien de ce que je dis, ou de ce que vous publiez, ne les rendra plus vulnérables. Comme je l'ai dit précédemment, leur unique intérêt sera le précédent créé par ma défection et comment par la suite cela pourrait en amener d'autres. Anne, pourquoi quelqu'un voudrait partir? Je comprends bien votre cas. Vous ne vouliez pas qu'on change votre mémoire ou qu'on l'efface. Mais ils ne font pas ça communément, n'est-ce pas? Dr Anderson, pas souvent, mais je ne suis certainement pas le premier à être désigné comme cible pour subir les sessions d'implants de mémoire ou d'autres formes envahissantes de mesures de sécurité. Elles sont toutes une part de la culture du groupe du labyrinthe et de la CIO. Quiconque entrant dans l'une de ces organisations, comprend qu'il doit s'y soumettre lui-même. C'est très clair que la paranoïa doit être une partie de la culture. Mais à la longue, certains individus la trouvent étouffante. Et ces individus sont ceux qui ont le plus de risque de voir en ma défection une raison de faire de même. Je peux entièrement me tromper à propos de cela, mais je crois qu'il y a environ 10 ou 20 personnes qui voudraient quitter la CIO ou le groupe du labyrinthe si le choix leur était donné sans répercussion. Anne, mais je pensais que vous disiez la nuit dernière que ces personnes étaient amoureuses de leur travail à cause de l'accès spécial à des technologies et à des laboratoires de recherche qui étaient si avancés et sans nul autre pareil. Si c'est le cas, que ferait-il dans une société normale? Dr Anderson, je le découvrirai, je serai le premier à expérimenter la société normale. Comme une personne normale. Anne, bien, au pire vous n'avez aucun souci pour trouver du travail. Ce que je dis c'est que vous n'aurez même pas besoin de travailler. J'oubliais que vous pouvez faire naître votre argent du vide. Dr Anderson, vous seriez surprise de savoir que je vis une vie fort simple. Ma voiture est une Honda Accord de 92 et j'habite dans un modeste F3 en banlieue dans un quartier modeste. Anne, vous vous foutez de moi. Dr Anderson, non. Anne, vous gagnez 400 000 $ par an sortis des impôts. Vous avez un arbre à fric dans la tête, et vous vivez comme moi je vis. Si cela ne vous dérange pas, que faites-vous avec votre argent? Dr Anderson, je contribue à des œuvres de charité, et pour le reste je collecte des fonds pour des causes qui ont généralement trait à l'environnement. Anne, est-ce que tous les membres du groupe du labyrinthe sont comme vous? Dr Anderson, vous voulez dire par rapport à l'argent et aux possessions? Anne, oui. Dr Anderson, la plupart des membres ont un train de vie plus haut que moi, mais c'est une partie de notre culture de vivre modestement et aucun des membres n'a un style de vie prétentieux. 15 paye les gens à leur valeur, non pas parce qu'il veut qu'ils jettent l'argent par les fenêtres en vivant de façon flamboyante, mais parce qu'il veut que ses collègues soient en mesure de faire des dons aux œuvres de charité de leur choix, ou de fonder de nouvelles œuvres caritatives qui aident nos communautés locales. Il croit fort en cela, et lui-même, même plus que moi, vit humblement. Anne, je trouve cela vraiment dur à croire, je pense à tout ce que vous m'avez dit et c'est une des choses les plus dures à croire. J'en suis toute déconcertée. Dr Anderson, je peux comprendre ça, mais ce que je vous dis est la vérité. La façon dont étaient recrutées de nouvelles personnes pour rejoindre la CIO au commencement y est pour une grande partie à cause du stimulant pécuniaire. Ceux-ci sont extrêmement brillants et doués et peuvent aisément trouver des postes stables dans les universités ou dans l'industrie privée et gagner 200 000 $ par an. La CIO les a séduits pour au minimum doubler leur salaire et aussi en leur offrant un contrat d'emploi à vie. Mais ceux qui en fin de compte gagnent le droit d'accéder au niveau 12 sont alors intégrés au groupe du labyrinthe et, avec le temps, pour un individu qui a atteint ce statut, l'argent est devenu incroyablement peu important.
particulièrement après avoir expérimenté l'accélérateur d'intelligence du Cortéum. Après l'expérience du LERM, cela diminue même encore plus. Vous trouverez peut-être intéressant que 15 vit dans un petit 3 pièces dans une communauté courante, où la valeur moyenne d'une propriété est d'environ $200 000, ce qui est peu au regard d'une maison standard sur la côte est. Sa voiture doit avoir au moins 100 000 miles, pas d'air conditionné, et il est parfaitement content de sa situation. Les nouvelles recrues de la CIO sont toujours stupéfaites de l'économie de 15, je pense que perplexe est plus juste. Mais ensuite, ils apprennent à le respecter non pas comme un excentrique, mais comme un génie entièrement consacré qui aime simplement vivre comme les autres gens et se mêler à eux. Anne, ok. Je vais être plus personnel ici, et je sais que j'ai totalement trahi le déroulement de cette interview, mais vous m'en avez déjà dit un peu. Qu'est-ce que vos voisins pensent que vous faites? Dr Anderson, je ne connais pas mes voisins très bien. J'ai travaillé 80 heures par semaine depuis que j'ai 18 ans. Quant à ma vie sociale, c'est généralement avec mes collègues. Il y a très peu de temps pour établir d'autres styles de relations. Mais pour répondre directement à votre question, je ne tiens pas pour sûr ce qu'ils pensent que je fais. Je leur ai seulement dit que j'étais un chercheur scientifique pour le gouvernement. Pour la plupart, cela satisfait leur curiosité. Anne, mais alors, si vous aviez rencontré une femme et étiez tombé amoureux? Elle aurait voulu savoir ce que vous faisiez et combien vous gagnez et plus encore, qu'auriez-vous répondu? Dr Anderson, je travaille pour la NSA, je suis un chercheur en langues et décodage, et je gagne $85 000 par an. Anne, mais vous mentiriez? Dr Anderson, cela fait partie de la culture du groupe du labyrinthe. Nous ne pouvons pas dire la vérité, si nous le faisions, la grande majorité des gens penseraient que nous sommes fous. C'est aussi pourquoi nous restons entre nous, nous pouvons y dire la vérité. Anne, quand pour la première fois vous m'avez parlé de la CIO et de sa mission secrète, de votre défection et de la peur pour votre vie, je pensais que la CIO était de mauvais goût, un type d'organisation pour contrôler le monde. Ensuite, avec l'argent que vous gagnez, j'imaginais une bande de snobs intellectuels roulant en Mercedes blindés et habitant des manoirs stylés. Et vous cassez mon image? Vous l'avez complètement détruite. Alors pourquoi avez-vous si peur? Dr Anderson, le groupe du labyrinthe, à cause de ses connexions avec l'ACO, est toujours en relation avec le réseau secret d'organisations qui contrôle bon nombre des monnaies et la propriété des ressources naturelles. Ce réseau d'organisation aura connaissance de ma défection à l'instant même où les documents que je vous ai donnés seront publiés dans la presse ou sur Internet. Ils sauront que c'est authentique simplement en lisant ces 2 interviews. Bien qu'ils ne puissent rien faire contre la CIO ou le groupe du labyrinthe, ils peuvent me rendre la vie très difficile. Et ils essaieront plus que certainement. Je sais tout au sujet de leurs technologies et de la manière dont ils les déploient. Je sais qui tire les ficelles et la façon dont ils opèrent. J'ai conscience que je vous en ai dit une très petite fraction. Et cette connaissance rendrait certains individus, des individus très très puissants, très mal à l'aise. C'est extrêmement rare, mais quand un employé de haut niveau déserte, ils sont comme des chiens de chasse jusqu'à ce qu'il ait trouvé et s'en débarrasse, ou, s'il sert un objectif avancé, sa mémoire est effacée sélectivement. C'est une des réalités malencontreuses d'avoir fait un marché avec ces organisations. Anne, mais vous étiez juste un scientifique. Un linguiste, grand Dieu. Comment cela peut faire de vous un traître pour ces organisations secrètes?
Dr Anderson, j'étais le premier à avoir créé la technologie fondamentale de codage pour leur système de sécurité qui recouvre leur logiciel de modèle de prédiction pour les bourses mondiales, Wall Street. Je peux être un simple scientifique à vos yeux, mais mon talent pour les langues n'est pas le seul que je possède. Je suis aussi doué dans le domaine du chiffrement. Et dans le monde de l'économie, je suis simplement le meilleur. Et ce talent a été mis à la disposition de certaines organisations pour les aider, et c'est ainsi que j'ai appris au sujet de ces organisations la manière dont elles opèrent. Cela fait de moi un risque pour la sécurité. Anne, pourquoi? Je veux dire si la CIO et le groupe du labyrinthe ont tant d'argent. Pourquoi travailler avec ces organisations malfaisantes? Dr Anderson, premièrement, elles ne sont pas malfaisantes. Ces organisations se composent d'élitistes bien éduqués qui sont auto-absorbés peut-être, mais pas malfaisants. Ils voient le monde comme une expérience biologique où le plus fort survit, le puissant prospère, et le contrôle est secret. Ils aiment être au contrôle de l'expérience. Ils sont drogués d'avoir le contrôle final mais pas pour une sorte d'adoration ou de gratification de l'ego, mais pour l'authentique certitude qu'ils pensent être les meilleurs pour prendre les décisions politiques qui affecteront le monde de l'économie et de sa sécurité. Alors, ne confondez pas avec des intentions malveillantes. Ce n'en est pas nécessairement une ou quelque chose de ce genre. C'est le jeu qu'ils ont choisi de jouer. Le fait qu'ils se font d'incroyables sommes d'argent est simplement une partie du jeu, mais ce n'est pas la raison pour laquelle ils sont assis à la place du conducteur de l'économie mondiale. Ils veulent simplement protéger leur mode de vie comme tout le monde le ferait. C'est juste en fin de compte qu'ils sont en position de le faire. Ils tirent leur sécurité d'être au sommet de la chaîne alimentaire économique. Anne, mais ils manipulent les gens et gardant l'information pour eux, si ce n'est pas malfaisant, c'est quoi? Dr Anderson, avec votre définition, notre gouvernement national, notre gouvernement local, virtuellement chaque business et organisation, est malfaisante. Tout le monde manipule et garde l'information cachée. Les gouvernements, organisations et individus. Anne, vous déformez mes propos. C'est par degrés, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est une chose si je ne vous dis pas ma vraie couleur de cheveux et une autre si, comme faisant partie de ce réseau secret, je retiens l'information au sujet de comment je manipule l'économie mondiale. C'est entièrement à une autre échelle. Vous ne pouvez pas les comparer? Je continue de penser que c'est malfaisant quand les organisations manipulent et contrôlent les choses pour leur propre profit. Dr Anderson, croyez-moi, je n'ai pas l'intention de défendre ces organisations, mais vous avez besoin de comprendre ceci parce que c'est important et que cela peut vous affecter dans les jours qui suivent. Ce réseau secret de puissantes organisations sont plus alignés sur les buts du groupe du labyrinthe qu'avec nos gouvernements mondiaux et, en particulier, nos chefs militaires. Si vous vous inquiétez au sujet de quelque chose, vous seriez mieux avisé de vous inquiéter plus au sujet de l'administration, du Congrès et du département de la Défense. Pas seulement des USA, mais dans chaque pays. Anne, comment pouvez-vous dire ça? Êtes-vous en train de me dire que notre gouvernement et les dirigeants militaires nous font du tort en secret et que ces organisations manipulatrices essaient de nous aider? Dr Anderson, je dis que le commandement dans la communauté des nations mondiales est inepte et peut être acheté avec le $5. Et ce n'est pas le réseau secret dont j'ai parlé auparavant qui manipule notre gouvernement et le commandement de nos dirigeants militaires d'investir des quantités colossales d'argent dans des forces distractives comme les bombes nucléaires ou biologiques. Ceux-ci, ils le décident par eux-mêmes. Les organisations dont je parle sont à l'opposé de ces développements militaires parce que cela injecte une part d'incertitude dans leur modèle pour le contrôle de l'ordre économique et social.
Les dirigeants politiques et militaires sont les seuls qui investissent du temps, de l'énergie et de l'argent dans les armes de destruction massive et ceci, si une telle chose peut être considérée comme malveillante, alors elle l'est. Anne, ok, je vois votre point de vue. Mais vous sous-entendiez que ces organisations secrètes essaieraient de nous tuer si nous publions et distribuons tout cela. Je ne vois toujours pas ce qui les rend si honorables. Dr Andersona, je ne pense pas que vous soyez concerné par ces organisations secrètes. Vous n'en savez pas assez pour être dangereuse pour elles. En outre, elles flairent les journalistes curieux qui cherchent à les exposer. Aucun n'a réussi de manière significative. Des douzaines de livres ont été écrits à leur sujet. Alors elles ne viendront pas vous embêter. Leur intérêt reposera sur moi et moi seul. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis prudent dans ce que je vous dis. Je sais qu'elles liront ces transcriptions comme le feront la NSA, CIA, ACO, et le groupe du labyrinthe en entier. Je vous autorise à enregistrer ces conversations parce que je sais qui entendra ces mots exacts, et je veux qu'il sache précisément ce que j'ai partagé avec vous, et à travers vous avec les autres. Je ne fais pas un jugement de valeur pour dire si ces organisations secrètes sont honorables ou pas. Je remarque simplement qu'elles ne sont pas les seules gaspillant d'énormes sommes d'argent et un capital intellectuel avec des armes de destruction massive. Elles sont indubitablement plus compétentes pour gouverner que nos dirigeants militaires et politiques, c'est mon opinion. Anne, je ne saisis toujours pas, si le groupe du labyrinthe, l'ACO, et ce réseau secret d'organisation sont si honorables et bienveillants, pourquoi avez-vous peur pour votre vie? Et pourquoi se cachent-ils du public comme des cafards? Dr Anderson, pour répondre à votre première question, j'ai peur pour ma vie parce que je connais des informations qui pourraient causer des dégâts irréparables à diverses organisations secrètes. Quoique je n'ai aucune intention de le faire. Anne, mais simplement parce que vous savez ces choses, ils vous poursuivront et vous tueront. Cela semble être un groupe sympa pour moi, certainement pas malfaisant. Dr Anderson, souvenez-vous. Ils sont affamés de pouvoir, de contrôle. Ils n'aiment pas se défaire de quelqu'un qui pourrait causer des dégâts potentiels. Si je le voulais, je pourrais les réduire à néant. J'en sais tant au sujet de leurs algorithmes informatiques, de leur technologie de codage. Anne, mais comment voudriez-vous accéder à leur système? Il me semble que vous vous mettriez en grand danger si vous essayiez de le faire. Dr Anderson, je n'ai pas besoin d'aller dans leur système pour faire des dégâts, j'ai besoin d'aller dans leur système pour empêcher de causer des dégâts justement. Ils m'inviteront dans leur système. Anne, je ne comprends pas. Dr Anderson, quand j'ai développé le système initialement, il y avait certains algorithmes de délai qui ont été écrits pour survenir à des moments spécifiques, et s'ils ne sont pas maintenus, le programme s'autodétruira essentiellement. Quelque chose que ces organisations n'ont pas les moyens de se permettre. Anne, pourquoi était-il d'accord avec ça? Dr Anderson, c'est une partie des droits que le groupe du labyrinthe arrache de ses clients. D'une manière plus importante, cela assure que nos technologies, même dans leur état dilué, sont mises en œuvre avec notre agrément et pas détournées. J'ai les codes d'accès pour ce système et la clé de code pour faire l'opération de prévention et de maintenance pour éviter la destruction du programme. Je me suis assuré d'être la seule et unique personne à en avoir connaissance. Anne, vous me dites qu'avec toute cette mémoire visuelle photographique qui court dans les couloirs du groupe du labyrinthe, que vous êtes le seul à savoir les codes. Dr Anderson, je n'ai pas reporté exactement les bons chiffres quand j'ai mis à jour leur système la dernière fois. Alors oui, je suis le seul qui connaisse le code correct. J'ai prévu cela pour assurer ma sécurité.
Anne, mais avec tous ces génies dans le groupe du labyrinthe, vous me dites qu'ils ne peuvent pas résoudre ce problème eux-mêmes. Dr Andersona, non, sans une quantité énorme de temps. Ce qui est quelque chose dont 15 ne consentira pas à faire. C'est trop dispendieux et une distraction majeure pour la recherche de la BST. Anne, est-ce qu'ils sont déjà au courant de ça? Dr Anderson, oh oui, je les ai informés brièvement après ma défection. Anne, ils doivent être furax. Dr Anderson, ce n'était pas une conversation plaisante. Anne, je pensais à toutes ces technologies sophistiquées que le groupe du labyrinthe détient, mais je ne comprends pas quelque chose. Comment les fabriquez-vous? Je suppose qu'un tel n'assure pas la construction, n'est-ce pas? Dr Anderson, exact. Il n'y a personne sur cette planète capable de produire ces technologies. Elles sont toutes fondées sur la technologie Corteum, laquelle est d'environ 150 générations en avance sur nos meilleures technologies informatiques ici sur Terre. Par exemple, le projet du LERM utilisait seulement une technologie intérieure dans un éventail de 200 technologies différentes, et c'était une part insignifiante du projet. Anne, qu'est-ce que c'était? Dr Andersona, c'est un dérivatif de la technologie du laser à télémétrie que la CIO a développé il y a environ 20 ans, mais cela remplissait un besoin spécifique du projet du LERM parce qu'il était basé sur des protocoles analogues, lesquels étaient nécessaires pour l'application dans cette partie spécifique de l'expérience. Anne, alors le Corteum exécute toute la production de ce que le groupe du labyrinthe conçoit. Que se passerait-il si le Corteum, pour une raison quelconque, décidait soudainement de ne pas partager ces technologies? Est-ce que le groupe du labyrinthe cesserait d'exister? Dr Anderson, peut-être. Mais 15 est ingénieux et il a mis certaines contingences en place pour aider à s'assurer que rien de tel n'arrivera jamais. Gardez en mémoire que les Corteum sont au pire au moins aussi motivés que nous pour développer cette technologie, peut-être plus. Ils ont un respect immense pour 15 aussi bien que pour n'importe quel autre contingent humain du groupe du labyrinthe. Pourtant, quand le groupe du labyrinthe a été initialement formé, 15 négociait avec les Corteum pour partager tous les codes sources des projets qui sortiraient de la recherche sur la BST. Toutes les bases de technologie ont été copiées en deux pour des laboratoires de recherche séparés. Il y a complète redondance jusqu'à l'alimentation électrique. Anne, est-ce que les chefs de ces différentes organisations secrètes n'essaieront pas de faire pression sur 15 pour vous retrouver? Avec leur technologie de vue à distance, ne peuvent-ils pas vous retrouver facilement? Dr Anderson, les chefs de ces organisations secrètes savent bien qu'ils n'ont aucune prise sur 15. Après qu'il ait lu cette information, ils sauront qu'ils auront même encore moins de prise. 15 et le groupe du labyrinthe ont conçu et développé tout leur système de sécurité. Jusqu'au dernier. Il savait qu'il avait à être redevable au groupe du labyrinthe pour certaines technologies qui les ont rendues, en parlant par métaphore, invisibles. 15 ne peut pas subir de pression. En fait, c'est le contraire, 15 peut les mettre sous pression. Bien que je pense qu'il ne le fera jamais. Pour 15, ces organisations représentent simplement la meilleure alternative à nos propres gouvernements pour prendre le contrôle des moteurs économiques et des ordres sociaux de l'infrastructure mondiale. En conséquence, il sympathise avec eux et essaie de les aider dans la mesure où il peut y consacrer son temps et son énergie. Anne, comment vous cacherez-vous d'eux? Dr Anderson, j'ai commencé mon processus de désertion il y a presque un an. Comme je vous l'ai dit avant, j'ai commencé systématiquement à me défaire moi-même des précautions de sécurité envahissantes de la CIO. Lesquelles incluent des capteurs électroniques implantés sous la peau de la nuque.
je me suis soustrait efficacement à ces dispositifs, alors j'aurai donc la chance de demeurer introuvable jusqu'à ce qu'une solution raisonnable puisse être trouvée. Anne, je suppose que la police ou le FBI ne peuvent rien faire pour vous aider. Dr Anderson, en tout cas, rien qui m'intéresse. Anne, mais que ferez-vous pour vous protéger? Dr Anderson, comme vous l'imaginez, Anne, il y a certaines informations que je ne peux pas partager avec vous étant donné la nature de ces interviews. C'est un exemple, je ne peux pas vous en dire plus que ce que je vous en ai dit. Anne, pouvez-vous rester plus longtemps, j'ai encore pas mal de questions. Dr Anderson, je peux rester aussi longtemps que vous voulez ce soir. Anne, parfait, je ne pense pas que je prendrai beaucoup de temps. Je voudrais en revenir aux wingmakers encore. En fait, je ne suis habituellement pas si dispersée. C'est juste que vous me dites des choses qui me conduisent dans des centaines de directions en même temps et j'ai du mal à rester focalisée. Pardon? Bon, parlez-moi plus de votre expérience avec les wingmakers. Vous disiez plutôt que vous avez eu des visites de leur part. C'est ça? Dr Anderson, bien, je suppose que la meilleure façon de les décrire est qu'il était comme un rêve lucide. En fin de compte, la première fois que j'ai eu une interaction avec eux, j'étais en train de faire la sieste au laboratoire et je me suis soudainement réveillée comme si quelqu'un m'avait pressé une main sur l'épaule pour m'éveiller, et quand je me suis retournée, il n'y avait personne. J'ai haussé les épaules comme si j'avais rêvé et suis retournée à ma sieste. La dernière chose que je me souviens, c'est m'être réveillée et d'avoir vu deux objets lumineux de la taille d'un être humain avec l'apparence générale d'un corps. Bien qu'il était trop brillant pour moi pour les regarder directement. Alors je n'étais pas sûre de leur apparence première. La lumière avait la qualité d'une pulsation rythmique et cette pulsation semblait entraîner ma propre conscience. C'était comme la sensation de quelque chose d'extrêmement puissant, mais également délicat. L'effet du dipôle était très inhabituel, je n'avais aucune crainte de ces objets émotionnellement, mais mentalement je ne me sentais pas en accord avec ma foi, comme si je devais me sentir effrayée. Je dois être resté à demi conscient pendant cette expérience, peut-être environ 20 secondes, et alors j'ai senti mon esprit comme relié à l'esprit de ces êtres. Ils m'ont dit qu'ils étaient les wingmakers et qu'ils étaient entrés dans mon temps pour m'aider. Ils étaient uniquement intéressés dans le fait de révéler leur codage parce qu'ils sentaient que leur capsule du temps était tombée dans de bonnes mains. Ils ont codé leurs documents pour deux raisons, l'une pour assurer la sécurité de leur capsule du temps et son contenu, et la deuxième, d'avoir la certitude que ceux qui la découvriraient serviraient les buts des wingmakers et non pas les leurs. Anne, alors vous dites qu'ils sentaient que le groupe du labyrinthe n'allait pas suivre leurs désirs. Si c'est le cas, je ne pense pas que ces wingmakers aient beaucoup de perspicacité dans le groupe du labyrinthe. Dr Anderson, excepté pour une petite hypothèse. Les wingmakers sont le groupe du labyrinthe. Seulement dans 750 ans dans notre futur. Anne, vous vous moquez, comment cela peut être? Dr Anderson, c'est presque exactement ce que je me suis dit à l'époque, seulement c'était exprimé avec plus de stupéfaction. Nous avions considéré cette possibilité comme une des 4 hypothèses plausibles, mais ça n'a jamais été pris au sérieux parce que nous n'avions jamais eu une preuve évidente autre que des représentations symboliques. De toute façon, c'était essentiellement ce qu'ils voulaient me communiquer dans cette première interaction consciente. Ils m'avaient choisi, pour une quelconque raison, pour être leur liaison et étaient concentrés à m'aider pour amener le contenu de leur capsule du temps au domaine public, et plus spécifiquement, sur Internet. C'était l'essence de leur instruction. Alors quand? Anne, je ne comprends toujours pas comment ils peuvent représenter le groupe du labyrinthe.
Si l'on la BST, alors pourquoi ne pas la transmettre comme j'ai dit auparavant? Où est leur intérêt? Dr Anderson, comme la plupart des choses qui concernent la BST, vous devez vous libérer de tous vos concepts conventionnels au sujet de la façon dont tourne le monde avant de pouvoir comprendre la nature de la BST. Les Wingmakers sont le résultat d'une nouvelle et entière évolution de l'humanité. Ils ne sont pas limités par le temps. Ils sont capables de séparer leur moi physique et non physique et, dans l'état final, voyager à travers le temps vertical et d'interagir avec lui. Je ne suis pas sûr que c'est exactement la forme de BST que 15 a en tête. Cela ressemble plus à de la bilocation à l'exception que c'est dans différentes périodes de temps au lieu de l'espace. Tandis que dans le temps étranger ils peuvent rematérialiser leur corps physique et interagir sur l'environnement physique s'ils veulent. Ils peuvent même emmener des objets avec eux et transférer ces objets dans un temps étranger, comme ils l'ont fait dans le cas du site ancien Arrow. Mais pour donner la BST, ou un de ses aspects, à chaque individu, organisation, ou gouvernement, vous devez au départ les comprendre totalement, avoir foi en eux. Cela prend du temps et c'est une expérience d'attention. Cela demande aussi des essais. Et je pense que c'est ce que font les Wingmakers avec leur capsule du temps. Ils testent le groupe du labyrinthe, et 15 en particulier, pour voir quelles sont ses réelles intentions. Anne, je sais que ma question va être un peu embrouillée, mais les Wingmakers sont en 750 ans dans notre futur, c'est ça? Dr Anderson, oui. Anne, et dans leur futur, ils représentent le groupe du labyrinthe, c'est ça. Dr Anderson, oui c'est ça. Anne, et ils n'ont pas confiance dans l'actuel commandement et / ou adhésion du groupe du labyrinthe. C'est ça? Dr Anderson, apparemment pas suffisamment pour simplement transmettre leur technologie. Anne, c'est peut-être pourquoi ils ont placé leur connaissance de la BST dans cette capsule du temps et les ont disséminées dans ou sous des formations rocheuses ou ailleurs. Mais j'ai lu dans une note de service de l'ACIO. Ou peut-être que c'est vous qui me l'avez dit. Que la dernière capsule du temps ne serait pas découverte avant l'année 2023 et c'est après la prise de pouvoir de cette force étrangère hostile. Ça n'a aucun sens. Dr Anderson, je comprends le sens de votre question. Malheureusement, mes interactions avec les Wingmakers sur bien des sujets différents n'ont pas été si loin. Peut-être plus tard j'en apprendrai plus de leur plan, aussi loin que les élections de 2018 et la prise de pouvoir des forces étrangères hostiles. J'ai seulement eu 3 interactions avec eux, et toutes les 3 ont été de brèves rencontres, et plus spécialement à sens unique de communication. Ils me communiquent des messages. Anne, je ressens le besoin d'amener cette interview à sa fin. Mon esprit surchauffe. Je pense que si vous me dites quelque chose de profond à l'instant, ça me passerait entre les oreilles sans laisser de traces. Pouvons-nous nous rencontrer encore ce mercredi et peut-être reparler de ces interactions que vous avez eues avec les Wingmakers? Dr Anderson, oui, cela colle avec mon emploi du temps. Anne, ok, fini pour ce soir.